Bonjour à tous, il est 6h du mat, on se retrouve en 2025, toujours avec Ecominero, puisque maintenant qu'on a passé le 1er janvier 2025, la gratuité totale sur la reprise des déchets en point de collecte Ecominero est effective. Et puis comme on s'était dit en novembre avec Mathieu, on se retrouvera à ce moment-là pour parler un peu du futur, de qu'est-ce qui va dicter aussi la partie, la filière minérale, la filière de la construction, la filière du bâtiment. Donc je raccueille une nouvelle fois Mathieu Hiblot, directeur délégué d'Ecominero, et ça me fait vraiment plaisir de l'avoir encore avec nous. Salut Mathieu. Bonjour Nicolas, et bonne année. Écoute, on se retrouve en 2025, après avoir parlé REP en 2024, accompagné aussi un de vos acteurs sur le terrain qui est venu nous présenter aussi comment ça s'était mis en place chez lui, comment il ressentait aussi le service, à la fois Ecominero, mais le service global d'une reprise des déchets, comment il le transmettait. Maintenant, on va aller dans le futur parce que ça y est, la gratuité totale est passée, mais la REP et tout ce qui traite des matériaux de la construction, du réemploi, du recyclage, ça ne s'arrête pas au 1er janvier 2025, donc il faut bien qu'on se projette un petit peu, non ? Ah bah complètement. De toute façon, c'est un cycle qui va être très très long. Hein. On en avait discuté la dernière fois. On a pu démarrer en fait au mois de mai de 2023. On est sur une activité en plus qui est encadrée par les pouvoirs publics et qui nous ont fixé un cahier des charges pour 2028. Donc okay. Voilà, on a déjà en fait une trajectoire qui sera mesurée au 31 décembre de 2027. Et au-delà de ça, on va même préparer la future autre échéance parce que c'est des pas de temps de 6 ans. Donc on va être sur plusieurs cycles, mais il est vrai que là on vient de franchir un nouveau cap avec le 1er janvier 2025 où on introduit de nouveaux services, on prend en charge plus de déchets et donc c'est une nouvelle étape. Très clair. Du coup là on va parler dans le futur. Comme je te disais, moi là ce que j'ai envie de faire c'est, on a parlé de la situation globale du secteur, mais là on va aller sur des enjeux du secteur dans le futur, avec toutes les actions que vous allez pouvoir mener, mais aussi sur des actions que vous menez, vous, juste et seul. Ecominero, je dis seul, mais au final, on avait rappelé que dans cette aventure Ecominero, c'est énormément de monde qui sont rassemblés. C'est quoi les prochains enjeux, maintenant que vous avez passé ce côté gratuité, reprise totale des déchets? C'est quoi ce qui dicte la roadmap, le calendrier d'Ecominero, là, à la fois en ce début d'année 2025 et puis jusqu'à 2028? Est-ce que vous avez déjà des échéances claires d'ici 2028? Oui, claires, assez précises. C'est vrai que jusqu'à présent, quand on évoque la REP, on pense surtout reprise des déchets, gratuité, mais ça s'arrête pas qu'à ça. Alors, le service, en fait, il est très important d'avoir un maillage de points de reprise où chacun peut se défaire gratuitement de ses déchets. Alors, cette gratuité, elle existait déjà en fait dès 2023 pour les artisans quand ils avaient à se déplacer dans une déchetterie ou un point de vente de distributeur. Et puis, il restait sur les plateformes de recyclage, qui sont des plateformes vraiment industrielles pour les très grands chantiers, un reste à charge, c'est-à-dire qu'une partie était encore facturée aux détenteurs de déchets, mais ça, c'était un choix qui avait été fait par le cahier des charges, de se dire qu'on devait monter progressivement dans le déploiement de la filière pour que les coûts qui sont inhérents à celle-ci soient redistribués sur les produits progressivement. Donc c'est là où on a franchi en fait cette étape du 1er janvier, où maintenant, même sur les plateformes de recyclage, la reprise est gratuite pour tout déchet. Donc ça, c'est notre structure, notre organisation dans les territoires qui s'est faite dès le 1er mai et puis qui s'est complétée jusqu'à encore aujourd'hui. En parallèle, on a des offres et des services complémentaires, et notamment, c'est une offre en fait de collecte qu'on a appelée en entrepôt. Okay. C'est une collecte qu'on va encore développer sur cette année, qui est offerte aux artisans, où on n'est pas sur le chantier, mais on est chez eux, dans leurs installations. C'est pour ça qu'on l'a appelé entrepôt. Ouais. C'est quand ils peuvent en fait massifier des petits flux de différents chantiers, au lieu de se déplacer systématiquement vers une déchetterie ou en tout cas un point de reprise, ils ont une capacité à mettre cela en fait dans une benne dès lors qu'en fait ils sont correctement triés. Et puis du coup, nous on organise les évacuations vers nos filières de recyclage. Donc c'est ça aussi en fait le dispositif, c'est qu'il s'élargit en termes de services. Et puis pour nous, pour que ce service aussi soit partout et dans tous les territoires,
Ben, on a essayé aussi de mesurer la bonne couverture de celui-ci, de se dire qu'à un moment donné, l'artisan ou le professionnel doit en fait se déplacer dans un rayon qui doit pas être plus éloigné en fait de X kilomètres ou de telle durée de transport. Et pour se dire, voilà, chacun en fait a un service équivalent partout. Et si c'est pas le cas, et on a commencé à qualifier en fait ces territoires de zones blanches, ce serait en fait des zones déficitaires d'installation. Bah maintenant, ouais. Pour nous, ce qui va être très important sur 2025, c'est de compléter le dispositif. Si jamais on estime voilà qu'il y a un déficit d'installation, pour faire que chacun en fait ait une équité de services ouais. En tout point du territoire. Donc c'est ça en fait aussi ce sur quoi en fait on va travailler pour ce qui est de la collecte et de la reprise. Ouais. Mais la REP. Après, c'est plein d'autres missions. Des missions sur l'éco-conception des produits, ouais. Sur leur recyclabilité. Et donc, bah, c'est ça aussi qui fait partie de notre feuille de route de cette année. Mais si on s'arrête juste sur cette partie de démultiplication, au final, des points de collecte, parce que du coup, comme tu dis, un point de collecte, bah, ça nécessite un point fixe dans une région ou dans un contexte territorial qui n'est pas forcément équitable partout sur le territoire, que ce soit en France ou France métropolitaine ou dans les dom-toms. Et ça permet pour vous, en tant qu'éco-point, de aussi sortir, décloisonner cette collecte, des points de collecte, et d'aller carrément au plus proche, encore plus proche finalement, d'un maillage territorial qui est multiplié par 2 finalement. Quand tu as un point de collecte, tu arrives à aller avec ton offre en entrepôt, avoir un entrepôt qui est entre je sais pas quelle distance des chantiers d'une métropole ou autre, mais tu te dis que au moins t'es toujours à X kilomètres d'un point de collecte et t'es toujours à X kilomètres d'une reprise gratuite finalement, puisque c'est ça aussi oui. Qui est intéressant, c'est de se dire on va limiter à la fois les coûts, limiter les déplacements, etc. quoi, Pour un artisan, dans nos réflexions, c'est de se dire que on doit limiter en fait son temps, sa durée, ouais. D'optimiser finalement dans sa journée la part qu'il doit consacrer en fait à l'évacuation de ses déchets dans des installations agréées. Et donc c'est de se dire bah voilà, au plus c'est environ 15 minutes où au bout de 15 minutes, il doit trouver en fait un point de reprise. Et c'est là où, en fait c'est une complémentarité entre eux, que ce soit à la fois des déchetteries privées ou des déchetteries publiques, ou aussi des points de vente de distributeurs qui vont pouvoir offrir une densité importante de points de reprise. Alors, c'est des points de reprise adaptés, pas sur des grandes quantités, mais ça permet voilà, d'avoir une proximité très forte entre le chantier et cet endroit où on peut se défaire gratuitement de son déchet. Oui, ouais, c'est vraiment d'aller au-delà. En fait, on ne se limite pas juste à une collecte. On va essayer de démultiplier le service, démultiplier la chose pour que ça te diffuse et qu'on atteigne encore plus à la fois de déchets revalorisés, parce que du coup on va aborder aussi ça, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on va parler seconde vie quand même, parce que là on a parlé beaucoup de récupération, collecte et tri, mais là en fait ce qui était le sujet aussi de la filière au moment où vous aviez créé Éco-Minéraux et toute cette dynamique autour de la REP, c'est que le mieux, c'était de pouvoir réutiliser ces matériaux pour en refaire des minéraux et justement réintégrer, à la fois que ça soit du béton qui vienne se réintégrer. On voit beaucoup de nouveaux bétons biosourcés. Je pense à énormément d'acteurs qui sont sur le secteur, notamment un acteur que je vais citer, clairement Materop, qui est dans le sud de la France, dans les Landes, qui fait du béton et de l'argile biosourcée, des nouveaux matériaux qui sont justement venus de cette démarche de recycler des matériaux qui étaient déjà existants, puisqu'on l'a dit aussi, c'est que les matériaux ont une longue vie. Et là, maintenant, votre enjeu, c'est de prolonger cette vie sur une première existence, quoi. Donner une deuxième existence aux matériaux que vous avez pu collecter. Et les 10 millions de tonnes, par exemple, peut-être que dans les 10 millions, il y a un peu qui passe à la trappe, mais le but, c'est d'en renouveler le maximum, quoi. Oui, c'est clairement en fait l'objectif qui nous est fixé et que l'on partage totalement. C'est qu'on arrive d'ici 2028 à valoriser plus de 90% des déchets inertes qui sortent des chantiers du bâtiment. Et on a cette chance que cette filière s'était déjà prise en main avant même que la REP se mette en place. Mais pour aussi des raisons et des facilités, c'est que on a un produit qui est 100% durable, 100% recyclable, dès lors qu'il est séparé des autres fractions de déchets. Et c'est pour ça en fait que
depuis 30 ans, on a déjà eu en fait un recyclage qui s'est établi dans l'industrie routière parce que ça permettait en fait de remplacer le matériau de carrière par un matériau issu de la démolition. Ça permettait aussi de prolonger la durée de vie des carrières parce que il répondait pour les mêmes propriétés et les mêmes usages. Et donc actuellement, on est en train de regarder en fait toutes les solutions qui sont complémentaires dans un territoire pour trouver du débouché à ces bétons de démolition, par exemple, si on prend celui-ci. Donc, il continuera en fait à permettre cette substitution de matériaux de carrière dans les infrastructures de transport, mais il sera aussi de plus en plus utilisé dans la fabrication même du béton. Ouais. On fabrique du béton à partir de béton de démolition, et c'est là aussi qu'il y avait eu un travail préparatoire au niveau des normes pour que les normes puissent encadrer ces fabrications de nouveaux produits. Et pour nous, c'est vraiment notre feuille de route d'accompagner en fait le développement de ces solutions où dans chacun des territoires, en fonction de la demande et des opportunités, nos matériaux iront vers une solution ou vers une autre dès lors qu'il y a une proximité, qu'il y a un marché aussi qui est demandeur. Et de là, on recherche aujourd'hui à trouver encore des solutions nouvelles sur des déchets qui n'avaient pas forcément finalement une filière appropriée. Ouais. J'entends par là les déchets de céramique, okay. Les déchets aussi de béton cellulaire. Donc ça fait partie de nos travaux sur 2025, de travailler avec des universités, des laboratoires de recherche sur des solutions nouvelles qu'on pourrait industrialiser dans les années qui viennent pour compléter encore les gammes de solutions de recyclage. Et là, en plus, tu as évoqué un sujet assez intéressant, c'est que du coup, là, vous êtes vraiment dans une démarche d'aller chercher plus loin que d'être seulement un éco-point, du coup, être un éco-organisme. Vous êtes bien au-delà de ça, vous allez aussi être acteur pour faire bouger les normes sur les matériaux, être un peu fer de lance et un peu locomotive pour la filière aussi, pour aller chercher des nouvelles, aller faire bouger les réglementations, parce qu'il y avait aussi ces sujets-là sur les matériaux de réemploi, c'est que elles avaient peut-être les performances, on avait des performances équivalentes, voire supérieures, mais on n'avait pas forcément le droit de les appliquer sur certains ouvrages, selon les cahiers des charges. Le but, c'est ça aussi, c'est d'aller, vous, en tant qu'acteur, essayer d'ouvrir justement, d'ouvrir ces cahiers des charges aux matériaux de réemploi et à des nouveaux matériaux que vous allez pouvoir collecter dans le futur et créer tout un cercle. On est toujours sur cette histoire de cercle parce que on est sur des produits qui ne peuvent pas être reproduits, du coup, qu'il faut réutiliser et qui proviennent des minéraux, et il n'y a pas plus simple que de refaire des minéraux finalement. Oui, c'est notre recherche, c'est de se dire on est totalement en fait dans une économie circulaire. Une économie circulaire qui s'exprime dans le secteur du bâtiment ou du BTP en général, mais voire même aussi qui trouve des débouchés en dehors en fait de ce secteur, puisque finalement on est sur des produits minéraux qui peuvent être réduits en poudre et former en fait des charges minérales qui peuvent alimenter d'autres secteurs industriels. Donc c'est ça aussi que l'on vise, que l'on recherche sur des applications telles que la céramique. Aujourd'hui, la céramique, on sait la recycler en mélange avec d'autres fractions minérales, mais si on s'intéresse à la séparer des autres pour se concentrer en fait sur ce gisement, et là on voudrait comme ça avoir en fait cette capacité à trouver des solutions à plus forte valeur ajoutée au plan environnemental mais économique, à fournir donc des matières premières au secteur, quel qu'il soit du BTP ou en dehors de celui-ci. Et pour nous, c'est quelque chose vraiment qui est ancré dans notre ADN. C'est vrai qu'on est un éco-organisme et on se l'était dit la dernière fois au mois de novembre. On est une solution collective portée par donc un ensemble d'acteurs. On est même une société à but non lucratif. Ouais. Et ça, c'est extrêmement important. C'est que de par la loi, on nous confère une mission d'intérêt général. Et c'est là où on se doit de respecter un cahier des charges. Mais on souhaite aller au-delà même du cahier des charges. Et ce qui fait qu'à la création même de notre société, parce qu'on reste une société de droit privé, mais dans ce cadre-là, à but non lucratif et d'intérêt général, on a pris le statut de société à mission. On a voulu rentrer aussi dans cette démarche à la création d'Ecominero, que dans ces statuts,
on lui a défini en fait une raison d'être qui est là pour accompagner les territoires dans ce développement en fait de la préservation et de solutions de recyclage, mais avec des objectifs environnementaux et sociaux beaucoup plus poussés que ceux du cahier des charges. Et c'est ça notre challenge aussi, c'est en fait de chercher toutes les solutions possibles pour ancrer véritablement cette économie circulaire. Ouais, mais là, je vais pas te mentir, tu me coupes un peu l'herbe sous le pied parce que j'allais dire, on se projette, du coup, on est vraiment dans le futur, mais il y avait une échéance qui était 2028 au final, et j'allais te demander, c'est quoi la vie d'Eco-Minéraux? Est-ce que la vie d'Eco-Minéraux s'arrête à 2028 ou est-ce que du coup il y a un autre but que d'être un éco-organisme? Et tu as commencé à aborder le sujet, c'est que vous allez avoir du coup cette partie mission sociétale qui va prendre le dessus sur la partie traitement des déchets, puisque ça c'est une partie qui sera, on va dire, acquise, puisqu'on aura fait déjà les efforts là-dessus, et maintenant on va y avoir tout ce travail à la fois social sur trouver aussi, j'imagine, développer les réseaux de personnes qui vont faire cette reprise qualifiée des matériaux, essayer d'avoir un but aussi d'insertion, je pense, professionnelle, parce qu'on cherche toujours du monde sur le secteur bâtiment, sur le secteur minéraux, etc. Donc est-ce que c'est aussi ça la seconde vie que vous donnez à Eco-Minéraux? C'est un autre cycle que vous démarrez après 2025? C'est donner de la seconde vie à l'ensemble de nos matériaux. Alors, à la fois c'est proche mais encore éloigné de 2028, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et puis au-delà de cette échéance, on aura une autre feuille de route qui va s'établir. Mais d'ores et déjà en fait sur cette année, c'est qu'on accompagne et on va diffuser tout progressivement en fait des lignes directrices en termes d'éco-conception des produits. Ça, c'est quelque chose qui est intrinsèque aussi à une filière REP, qui a été fixée par la loi qui a apporté ce dispositif. C'est que tout industriel doit avoir formalisé sa démarche d'éco-conception et même de prévention des déchets. Et donc aujourd'hui, on va leur proposer un cadre méthodologique qui vont pouvoir en fait renseigner pour nous faire savoir quelles sont leurs trajectoires à chacun des industriels pour faire avancer eux-mêmes leurs solutions constructives dans les années futures. Et pour nous, on va avoir un travail d'analyse, de consolidation en fait de ces informations pour les partager au grand public. Ça fait partie aussi de nos missions, de donner en fait de la visibilité en fait à ce travail fait par l'ensemble de nos industriels, naturellement de rapporter aussi auprès des pouvoirs publics. Mais voilà, on est en train aussi d'additionner, de franchir des nouveaux caps en élargissant nos missions et avec ces échéances qui sont nouvelles sur 2025. Mais qui dit éco-conception, c'est sur des critères de durabilité du produit, de recyclabilité du produit, s'assurer qu'il y ait bien une absence de substances dangereuses qui empêcheraient derrière son recyclage, d'incorporer des matières issues du recyclage de différentes substances. Et donc tout ça va toucher aussi à des études de recyclabilité des déchets. Tu évoquais des produits dits biosourcés. Il s'agit aussi de bien vérifier que ces nouveaux produits qui rentrent sur le marché sont bien des produits qui seront certes durables, mais surtout recyclables dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Parce qu'il faut nous assurer que quand on en sera à ces étapes-là, qu'il n'y ait pas de perturbateurs de recyclage qui nous empêcheraient finalement de les porter vers ces filières de traitement. Donc c'est ça aussi, du coup on prépare l'avenir à travers ces démarches d'éco-conception qui du coup sont encadrées dans la méthodologie que les industriels doivent appliquer, mais aussi parallèlement pour nous, c'est de amplifier les différents travaux pour nous assurer que ces produits qui sont aujourd'hui utilisés dans le secteur du bâtiment, et notamment les nouveaux produits, auront bien cette capacité dans un futur, mais qui est généralement assez éloigné, d'être soit réemployés, soit recyclés. Ouais, mais c'est vraiment avoir une pensée durable et de se dire que ce que vous avez vécu, finalement, là, on s'est projeté vraiment loin dans le futur, à 20-30 ans, mais on est obligé, finalement, quand on parle matériaux. Quand on parle d'un ouvrage, il est là pour durer, d'être transmis de génération en génération. Donc oui, tout de suite, on dépasse l'échelle des 50 ans, parfois 100 ans.
Donc ça demande à se projeter. Ouais. Donc aujourd'hui, on a des échéances à 2028, mais ça c'est le cadre réglementaire. Mais nécessairement, on doit bien en fait dépasser celui-ci pour se projeter à l'avenir. Et ça, ce cadre réglementaire à 2028, j'imagine qu'à 2028, il y aura un autre cadre qui va se mettre en place, parce que j'imagine que c'est une filière qui ne va pas se cantonner à ce qu'on lui met en cap à 2028, et même la partie législation, je pense, aura le temps d'évoluer. Au final, j'ai l'impression qu'on évolue toujours beaucoup plus vite quand on se projette comme ça, mais j'imagine le discours des anciens qui étaient là en, je sais pas, les précédentes REP et qui se disent, ah ouais, d'ici... ils s'imaginaient même pas qu'est-ce qu'on allait faire avec la REP 2023, parce qu'ils étaient peut-être à la REP 2013. Et là, imaginons qu'on soit à une autre REP et ils doivent se dire, mais ils ont fait tout ça déjà et nous, on doit refaire à chaque fois. C'est en perpétuelle évolution, finalement, ces côtés-là dans le secteur. C'est un secteur qui doit continuellement évoluer et une filière qui va continuellement évoluer, même si on est quand même sur une filière où la ressource est quand même limitée, finalement. Et c'est ça qu'on essaye de pallier en faisant ce genre de démarche. C'est qu'on est sur une ressource, oui, qui est non renouvelable. Ouais. Donc, elle est extraite principalement des carrières. On la mobilise dans les constructions qui nous permettent de vivre dans un habitat de qualité, d'avoir des infrastructures aussi de transport de bon niveau. Mais c'est là où cette ressource qui est mobilisée a finalement ce potentiel, dès lors qu'on vient à modifier le bâtiment ou l'infrastructure de transport, à pouvoir la remobiliser dans d'autres travaux parce que elle est recyclable, je dirais quasiment à l'infini. On est sur un matériau en fait qui est dit inerte, qui est stable dans le temps, qui conserve ses propriétés intrinsèques. Ouais. En tout cas, c'est tous les enjeux derrière aussi de l'accompagner par les contrôles clair. Et les normes pour montrer que, notamment, et c'est là où, par rapport aux échéances d'après 2028, on accompagne par exemple la filière de réemploi. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est très très bien structuré, c'est le recyclage. Parce que ça s'est fait déjà depuis presque 30 ans, où des industriels ont pris à bras-le-corps le sujet, ont investi dans ces procédés. Et donc, ce qui nous a permis aujourd'hui aussi de rentrer pleinement dans le dispositif de la REP et d'avoir atteint l'année dernière 10 millions de tonnes de déchets recyclés. Mais parallèlement, parmi ces défis, il y a celui du réemploi, c'est de se dire le matériau, le produit que l'on démonte, que l'on déconstruit d'un ouvrage, on va en fait lui redonner la même fonctionnalité, le même usage dans un autre chantier. Et c'est ça qui est un véritable défi, c'est de se dire une brique, est-ce qu'on peut en fait démonter un mur de briques, séparer en fait le mortier qui a permis donc de les maintenir entre elles pour que ces briques retrouvent une même fonctionnalité, un même usage qui a été le leur depuis déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc là, il y a un champ en fait d'études gigantesque. On a eu aussi une très grande satisfaction l'année dernière d'avoir lancé différents appels à projets pour qu'on puisse accompagner les acteurs du bâtiment sur ces questions de réemploi et aussi de soutenir financièrement des entreprises qui ont cherché aussi à innover pour trouver aussi finalement des outils, des machines, des solutions qui nous permettent de passer à une échelle plus industrielle parce que ça demande en fait de traiter bâtiment par bâtiment, ouvrage par ouvrage. Donc, on est en fait sur du prototype quasiment. On n'est pas à fabriquer des produits sur des lignes de production en continu. Exactement, comme tu le dis. C'est au chantier, quoi. Et là, il y a déjà en fait du réemploi qui se faisait, qui était aussi pas forcément très connu, de réemployer des tuiles. Ça s'est toujours fait depuis qu'elles existent. Le couvreur a ce savoir-faire de détecter les tuiles qui ont encore cette capacité à remplir l'usage qui est le leur. Mais maintenant, on s'intéresse aussi à des produits, des matériaux qui sont plus structurants dans les ouvrages, tels que la brique. Donc après, c'est de savoir si on fait plutôt finalement du parement avec celle qu'on arrive à déconstruire ou est-ce qu'on arriverait à la remobiliser dans des structures. Et ça fait partie en fait de nos enjeux pour les années qui viennent. Tu parlais aussi d'appel à projet parce que du coup, c'est aussi, j'ai l'impression qu'on est toujours, c'est un fil conducteur, mais de tellement de liens dans le bâtiment, le côté appel à projet, démarche collective, c'est que vous êtes aussi à l'écoute
de pas mal d'autres acteurs pour se joindre au mouvement. Sur quels appels à projets vous allez lancer justement en 2025, lesquels sont déjà en cours et sur lesquels on peut, en écoutant l'épisode, en écoutant toute cette série qu'on a pu faire ensemble, se positionner en tant qu'acteur de la filière, en tant qu'acteur de la construction, ou même en tant qu'individuel finalement, parce qu'il y a besoin des forces de tout le monde, j'imagine, dans ce genre d'appel à projet. Complètement. De toute façon, on le voit bien quand on regarde autour de nous des chantiers du bâtiment. C'est une multitude en fait d'entreprises, de professionnels, de qualifiés qui interviennent. Et c'est là en effet qu'il faut arriver à tous les mobiliser selon ces différents sujets. Et ça parle notamment aussi déjà du propriétaire de l'ouvrage, du maître d'ouvrage. C'est à lui aussi finalement d'impulser et de donner en fait des directions dans ses propres projets de construction ou reconstruction. Et donc c'est là, sur les questions de réemploi, on aide, comme on l'a fait déjà par le passé, à travers des appels à projets, à financer des missions telles que les diagnostics sur les ressources, de savoir identifier dans un ouvrage quels sont les produits et les matériaux qui auraient un potentiel de réemploi dans un nouveau projet. Et donc pour nous, c'est essentiel, c'est d'accompagner aussi sur ces démarches d'anticipation, que dès lors qu'un maître d'ouvrage va s'intéresser sur un projet de déconstruction, reconstruction, à regarder cette possibilité-là. Et dès lors qu'on part de ce premier maillon, on va s'intéresser à tous ceux qui ont une intervention possible dans cette chaîne de valeur. Et ça sera notamment sur les chantiers, à regarder comment on peut accompagner sur la dépose et que la dépose des produits soit préservante, parce qu'il faut qu'ils gardent leur propriété, leur fonctionnalité. Oui. Dépose soignée, comme on dit. Complètement. Donc là aussi, on l'a fait l'année dernière, on va le refaire cette année encore. L'année dernière, et comme cette année, on le fait aussi en partenariat avec Ecomaison, par exemple, qui est l'autre éco-organisme qui permet à deux, finalement, d'apporter à la fois une solution sur nos matériaux de la filière minérale, et puis pour le maître d'ouvrage, des solutions sur ses autres composants. Et donc, pour nous, on va reprendre en fait cette dynamique de soutenir à la fois le maître d'ouvrage dans l'inventaire qu'il devrait faire sur un projet de déconstruction, l'entreprise de travaux qui fera cette dépose, et pour faire en sorte qu'on aille aussi sur un développement des compétences et des savoir-faire sur ces déposes soignées, préservantes. Et puis parfois, ça va demander à traiter le déchet sur des installations dédiées. Et donc là, on aura toujours des appels à projets sur les études de faisabilité, d'avoir une activité de réemploi qui s'installe dans un territoire, qui a cette capacité à pouvoir réaliser ce reconditionnement, cette préparation en vue du réemploi. Et naturellement, au-delà même de faire des études sur la faisabilité d'installer des activités de réemploi, c'est aussi de les soutenir au démarrage, et des soutiens qui peuvent s'étaler sur 3 ans, parce que ça permet comme ça de donner un coup de booster à leur développement et ancrer en fait ces activités dans les territoires. Justement, tu vois, le mot territoire, il est important, parce que je pense que quand tu évoques maître d'ouvrage, il y a aussi ce côté à aller rechercher l'instigateur de tout ça, finalement, le pouvoir public, qui est aussi souvent maître d'ouvrage sur énormément de bâtiments. Quand on voit les bâtiments publics qui sont à rénover, gros sujet de rénovation énergétique actuellement, de rénovation tout court finalement. Est-ce que vous avez aussi un impact sur le maître d'ouvrage public, et est-ce que vous avez ce genre d'appel à projet vous avez ce genre de projet aussi à déployer, d'aller chercher aussi ces collectivités et autres qui sont maîtres d'ouvrage dans énormément de chantiers, à être aussi acteurs et être aussi exemple dans cette démarche globale? Tout à fait. Pour nous, c'est important. On a enclenché des travaux dès l'année dernière à travailler vraiment à cette échelle des territoires. Parce que chacun peut avoir une spécificité dans son habitat, dans les solutions constructives qui ont été les leurs. Et du coup, pour nous, et c'est ce qu'on a commencé à faire dans différentes régions, c'est de mettre des maîtres d'ouvrage autour de la table, publics mais aussi privés, pour essayer ensemble de construire des feuilles de route territoriales sur comment véritablement en fait on transforme nos actions dans cette économie circulaire, où c'est qu'aujourd'hui, donc on l'a dit, on a financé 10 millions de tonnes, en tout cas le recyclage de 10 millions de tonnes, donc il faut naturellement que ce soit recyclé. On prépare en fait la matière à être réincorporée dans d'autres produits. Donc il faut naturellement que
quand un marché est lancé, qu'il prévoit en fait la capacité à ceux qui candidatent à proposer des solutions qui incorporent des produits qui eux-mêmes sont composés de matières issues du recyclage, parce que c'est comme ça finalement qu'on va garantir cette consommation locale, parce que le but est là aussi, c'est que on a un gisement de déchets qui reste important, hein, c'est un potentiel de 15 millions de tonnes à peu près cette année qui sortira des chantiers du bâtiment en termes de déchets inertes. Et donc, c'est de leur trouver cette seconde vie qui va passer par une réincorporation dans de nouveaux produits. Mais il faut naturellement que quand un marché est lancé, il prévoit que des variantes soient possibles à proposer ces solutions issues du recyclage. Ouais, c'est clair. C'est pareil, c'est encore des enjeux de pédagogie, de messages à faire passer. Il y a beaucoup de maîtres d'œuvre et de personnes qui étaient sur la partie donneur d'ordre sur les chantiers qui m'avaient présenté le réemploi aussi comme un lot carrément à mettre dans les cahiers des charges, parce que des fois, on ne peut pas mettre de matériaux de réemploi sur certains chantiers, ce qui est dommage puisque des fois, on a le stock. Si on fait les démarches dans le bon sens et qu'on en récupère, qu'au moment où on change, par exemple, moi je connais beaucoup d'agenceurs ou de maîtres d'œuvre en agencement, ils vont changer les cellules d'un magasin, récupérer tout le mobilier, et le mobilier, après, il faut que dans d'autres chantiers, ils puissent le réutiliser. Ça passe aussi par la notion de mise en place de cahier des charges réemploi, je pense, directement à l'eau. Je sais pas comment on pourrait l'appeler, tu vois, il y a des lots zéro réemploi dans la démol, il pourrait y avoir le lot zéro recyclage, ou mobilier recyclé ou matériaux recyclés dans les futurs ouvrages aussi qui peut se faire. Ouais, c'est utile, c'est nécessaire, parce que ça permet vraiment en fait de bien dimensionner, environner cette solution qui est importante, parce que c'est elle-même qui permet de préserver nos ressources naturelles en réemployant en fait ces matériaux qui ont toujours cette capacité à apporter les mêmes fonctions, les mêmes propriétés qui ont été les leurs dans un ouvrage précédent. Et c'est sûr que ça demande aussi un travail particulier de s'assurer que ces propriétés sont bien présentes. Il y a toujours aussi la question de l'assurabilité en fait du produit. Et du coup, on est là encore à ce stade, vu que on est parfois sur des expérimentations, on n'est pas encore sur des techniques courantes. Donc c'est même aussi un travail d'accompagnement qui est fait par les compagnies d'assurance. Ouais. Donc c'est sûr qu'il faut en fait avoir un collectif d'acteurs compétents sur cette question du réemploi pour faire en sorte que celui-ci se développe pleinement dans le secteur du bâtiment. C'est des belles perspectives. Je pense qu'on a dressé déjà pas mal aussi à la fois des échéances pour vous, pour Ecominero, pour toute la filière, mais on a aussi donné pas mal de pistes de réflexion, je pense, pour tous ceux toutes celles et ceux qui voudront être acteurs aussi de ce changement et de cette démarche. Donc j'espère que vous avez apprécié à la fois cet épisode, mais à la fois aussi toute cette série qu'on a fait avec Ecominero, qui était vraiment un moment hyper important, parce que moi, la REP, pour le coup, je crois que j'ai démarré quasiment mon activité au moment de la mise en place de la REP pour la création d'Ecominero, donc j'ai l'impression que j'ai suivi un peu la REP comme fil rouge aussi de 6h du mat, donc je me dis que maintenant qu'on a passé le cap de certains sujets, autant se projeter et pas s'arrêter en si bon chemin. Donc merci à vous Ecominero d'avoir aussi été acteur de cette série, et merci à toi Mathieu d'avoir participé grandement à la fois en novembre et aujourd'hui en janvier. Merci Nicolas, c'était vraiment un grand plaisir, et j'espère qu'on pourra poursuivre, continuer à communiquer, parce que c'est vraiment essentiel à faire connaître cette REP et puis l'action de notre éco-organisme. Super, et en tout cas, on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP.